Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute! Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du Big Podcast. Aujourd'hui, on va discuter de replatforming. Qu'est-ce que c'est un replatforming ? Quels sont ses enjeux ? Dans quel timing ? Avec quels résultats ? Ça va occuper nos discussions du jour avec nos invités. Donc, on reçoit Amal aujourd'hui, qui est de chez Hardis. On reçoit Alexis d'Akeneo et Maïwenn de BigCommerce. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? Avec plaisir, merci Adam. Donc pour ma part, Amal Dopchi, donc je suis practice manager donc chez Hardis Group. Donc je porte toute l'offre e-retail ou en tout cas commerce digital donc du groupe avec donc des aspects vision, mais aussi pre-sales et connaissances donc métier et bien sûr la partie delivery. Donc Hardis, un peu plus de 30 ans, donc dans la partie transformation SI et digitale de nos clients, avec quelques forces déjà sur la supply, sur la partie business apps, le cloud, la data et le commerce. Donc voilà, merci. Merci d'être là, Amal. Maïwenn, tu veux enchaîner ? Eh ben, écoute, avec plaisir, Adam. Donc moi, je suis Maïwenn Lecomte, je suis Country Sales Lead chez BigCommerce. Donc mon rôle chez BigCommerce, c'est le développement commercial de la France. BigCommerce, c'est qui ? C'est un éditeur de solutions e-commerce qui a une dizaine d'années. On est basé à Austin, au Texas. On est présent sur l'Europe depuis 5 ans via notre bureau à Londres. Et puis sur la France un peu plus récemment, depuis 2 ans. BigCommerce, c'est quoi ? C'est une solution e-commerce open SaaS. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire une solution SaaS qui vient donc avec l'hébergement, les montées de version, et puis ouverte à 95% par API pour une plus grande flexibilité. Merci d'être là. Alexis, on te passe le flambeau. Bonjour tout le monde, Alexis, très content d'être là, très content de représenter Akeneo sur ce podcast. Moi, je suis en charge des partenaires intégrateurs. Si je dois pitcher Akeneo en quelques mots, Akeneo, c'est la société de l'expérience produit et notre travail est de pouvoir accompagner nos prospects et clients sur l'ensemble des canaux de distribution, donc que ce soit l'offline, le online ou aujourd'hui sur les différentes marketplaces, de faire en sorte de leur offrir la meilleure expérience possible. Comme aussi BigCommerce, on fait partie de la MAC Alliance en tant qu'éditeur de PIM, donc solution de gestion de la data produit. Merci. Du coup, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le replatforming. Le replatforming, c'est un mot qui peut faire un peu peur peut-être pour pas mal de monde. Il s'agit de changer de plateforme e-commerce, changer son écosystème e-commerce parfois aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez impressionnant, qui comporte sa part de risque, qu'il faut essayer d'aller maîtriser. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'aller explorer un peu tous les différents aspects de ce replatforming-là pour en voir les tenants et aboutissants. Déjà, si on essaye de définir un peu, à chaque fois je pense que je repars un peu sur la même idée d'essayer de dire, avant de rentrer dans le détail, on va essayer de définir un peu de quoi on parle, mais voilà, si on essaye d'aller définir un peu un replatforming, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas, à contrario ? Tu veux commencer, Amal ? Allez, c'est parti. Je te sens partante. Alors déjà, avant tout, un peu par rapport aux expériences qu'on a chez de nombreux clients et prospects aussi, on rappelle souvent en fait que le replatforming n'est pas une page blanche, donc ça c'est très important. C'est vrai que beaucoup de clients ou de prospects quand ils abordent le
sujet avec nous. Il y a beaucoup de craintes, donc de devoir tout casser, rater des choses. Voilà, une forte... L'image qu'on en a, c'est faut tout faire exploser et puis on recommence à zéro. Exactement. Donc non, pas du tout. En tout cas, première chose, donc il faut aussi rappeler, un replatforming, c'est une continuité en fait d'activité. Donc c'est très important parce que l'idée quand même, c'est d'avoir et d'apporter tous les impacts positifs à différents aspects en fait. Voilà, que ce soit technique, mais aussi d'expérience, mais aussi d'architecture. Enfin voilà, donc il y a beaucoup d'aspects en fait positifs qui vont arriver derrière et on en parlera tout à l'heure. Donc c'est une continuité de business et l'idée c'est de bien l'organiser. Donc voilà, donc généralement replatforming est souvent assimilé à de la technique, non, puisque c'est notre sujet aujourd'hui et d'ailleurs chez beaucoup de nos clients c'est l'expérience. Donc il y a aussi beaucoup de bienfaits en fait pour les utilisateurs et donc il faut y voir aussi différents sujets. D'accord, donc le replatforming et aujourd'hui l'idée qu'il faut retenir c'est d'accompagner, sécuriser et vraiment anticiper aussi. Donc ce genre d'activité ou en tout cas de projet sur les différentes stacks donc qu'on va évoquer donc avec vous. Voilà. Donc voilà. Merci. Un replatforming, on pourrait le définir effectivement comme la migration d'une plateforme e-commerce à une autre, mais c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, on a Alexis avec nous aussi pour nous parler de PIM. Ça veut dire qu'on va effectivement changer certaines briques de son système d'information pour que ça colle mieux à un besoin métier. Mais également, ça va être l'opportunité, en fait. Moi, je vois plutôt ça comme l'opportunité pour une marque ou pour un distributeur de pouvoir créer un nouveau système d'information plus en phase avec ses besoins actuels. Il va avoir l'opportunité d'améliorer son expérience utilisateur, son taux de transformation, son business. Et puis, d'un point de vue technologique, il va aussi pouvoir avoir l'opportunité d'opter pour un outil ou des outils qui vont correspondre mieux à son besoin, à ses enjeux métiers, ses enjeux business. On parle pas mal tout à l'heure, Alexis disait qu'on faisait partie de la Mac Alliance, donc ça peut être l'opportunité d'aller découper un monolithe existant pour opter pour une solution qui soit plus agile, plus composable. Voilà. Ce que je vois aussi en termes de définition du replatforming, c'est, comme on l'a dit, c'est un projet stratégique pour une entreprise, parce qu'aujourd'hui, ça doit répondre à l'évolution du marché. Alors l'évolution de l'entreprise, mais l'évolution du marché. Quand je parle d'évolution du marché, on voit tous que nos habitudes de consommation ont totalement changé. On prend l'exemple, il y a quelques années, le consommateur allait sur le site pour passer commande et faisait suffisamment confiance à la plateforme. Alors qu'on voit aujourd'hui, les habitudes d'achat ont quand même pas mal changé. On va sur le premier site, on vérifie, on va aller sur d'autres sources pour vérifier qu'on a les mêmes informations ou si on peut pas trouver d'autres informations. On va aller sur différentes marketplaces comme Amazon pour vérifier les avis exactement pour être sûr de se dire si je fais cet achat-là, est-ce que ça va répondre à mon besoin. Et en plus de ça, on n'avait pas pensé il y a quelques années à l'impact des réseaux sociaux aussi sur le e-commerce. Et en fait, le consommateur va aussi se renseigner sur les réseaux et se dire ok, bon c'est ça que je veux, je reviens là où j'étais au début et je vais passer commande. Nous, chez Akeneo, on a quelques stats qu'on aime mettre en avant pour montrer que la data produit est au centre de l'expérience utilisateur et donc au centre du replatforming. C'est que 64% des consommateurs qui ne trouvent pas l'information ou qui trouvent des informations différentes, eh ben, il va passer à autre chose, il va aller chez un concurrent ou voire même il va même pas acheter le produit. Que 3/4 3/4 des consommateurs qui ne trouvent pas forcément les informations vont aller sur d'autres sources d'informations. Donc, il y a vraiment cette habitude d'achat d'aller sur d'autres sources d'informations. Et même les consommateurs qui vont acheter en physique, plus de 80%, vont quand même aller on-site, en e-commerce, en digital, pour vérifier les informations avant d'aller directement sur le physique. Donc, on voit bien que la data produit va répondre aussi au fait que les consommateurs soient assez volatiles, qu'il y a un problème entre guillemets de fidélité aujourd'hui, et ça, le replatforming aussi répond à ça. Les stats parlent d'elles-mêmes. Exactement. Là-dessus, c'est assez... c'est indéniable. C'est assez flagrant. Et du coup, assez logiquement, on touche du doigt les enjeux un peu plus profonds du replatforming. Maintenant, on voit un peu ce que c'est et ce que ce n'est pas. Mais du coup,
à quels enjeux ce projet stratégique doit venir répondre? On peut peut-être commencer par un premier déjà, en prenant ma casquette un peu intégrateur. Ouais. Je pense que la dette technique qui s'est accumulée quand même pendant des années, hein, donc selon bien sûr la nature même en fait de la solution hein, qui a été posée pour gérer toute la partie web. Amène souvent en fait les clients donc à remettre en question un petit peu les choix et puis initier un replatforming. Souvent aussi ça se passe au moment où il y a donc un projet de transformation SI qui est initié par la DSI, mais aussi le métier qui met beaucoup en fait aussi de pression pour des questions d'expérience client, mais aussi de KPI business, hein, donc il faut améliorer. Hein. Et en tout cas c'est une première step donc et puis même un enjeu fort et qui demande en fait un peu de réflexion hein, comme on a dit tout à l'heure et puis peut-être un deuxième qui va toucher beaucoup en fait l'expérience user finale, mais aussi en fait interne, donc avec tout ce que ça suppose hein, comme aspect d'utilisation beaucoup plus efficace hein, donc de la solution et amener en fait peut-être beaucoup plus de valeur et d'opérationnel en fait d'amélioration de l'opérationnel au quotidien mais peut-être ouais exactement c'est vrai que quand tu parles d'enjeux des utilisateurs, c'est quelque chose qui est un petit peu souvent sous-estimé dans les entreprises, mais c'est vrai que l'efficacité opérationnelle des utilisateurs, c'est un élément qui est important dans le replatforming. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte puisque souvent le replatforming arrive au moment où les utilisateurs métiers ont des besoins qui ont évolué, notamment de pouvoir, par exemple, modifier facilement du contenu, être autonome, pas toujours avoir besoin de demander à la DSI, etc. Donc ça, c'est un des enjeux et je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans la phase de consultation des différentes solutions, même en amont d'ailleurs, poser à plat déjà le besoin des métiers et puis le besoin technique, comme disait Amal, effectivement, la dette technique qui s'accumule, c'est peut-être l'opportunité justement de changer pour une plateforme qui soit un peu plus flexible et pour laquelle sur laquelle on pourra faire des évolutions dans un futur proche ou plus lointain, mais dont il sera facile de se détacher dans le temps. Concrètement, du coup, l'idée, ça va être, je suis e-commerce manager, je vais pouvoir lancer une promotion sans avoir à faire un ticket qui va partir à l'IT et qui revient dans 2 semaines, etc. Exactement. Très clair. Et pour rebondir, je pense que la partie évolution est un enjeu aussi important. On parlait des évolutions des marchés, et les consommateurs qui évoluent aussi. On le voit, c'est que si demain, imaginons, une entreprise veut se lancer rapidement de manière stratégique sur un nouveau canal de vente ou plusieurs canaux de vente, le replatforming va aussi l'enjeu qui est important, c'est on peut le faire très rapidement. Et aussi, s'il veut mettre en place un nouveau catalogue pour répondre à un marché de niche sur une période donnée, on va pouvoir vraiment d'avoir une réduction du time to market vraiment importante. Donc, je pense que c'est aussi important de le souligner, cette partie. Et l'expérience utilisateur, tu parlais un peu de l'expérience produit, d'améliorer effectivement la qualité de sa donnée, parce que la donnée, elle va être structurante dans un projet de refonte. Si on fait une migration, qu'on change de plateforme et qu'on remet de la donnée de mauvaise qualité, l'expérience utilisateur, in fine, elle restera mauvaise. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, dans les enjeux, il y a la qualité de la donnée, mais il y a aussi l'expérience utilisateur quand il va être sur un front e-commerce, d'avoir une certaine rapidité, une certaine fluidité pour permettre des achats rapides, faciles. Effectivement. Et puis c'est important de signaler quand même qu'on est quand même dans un environnement où la concurrence est assez rude et que je pense que le replatforming est aussi là pour faire preuve de différenciation et de pouvoir essayer de fidéliser ses clients. Tu as parlé de taux de conversion tout à l'heure. Je pense qu'on le verra au niveau des bénéfices, mais ça aussi c'est un enjeu important. C'est un enjeu de
de compétitivité. Exactement. Business qui est important et effectivement, parce que souvent en fait on oublie un petit peu les quelques prémices aussi, enfin côté client, parce qu'on parle de données, etc. Donc il y a aussi une conciliation aussi de canaux, parce que souvent en fait, par exemple, on voit certains de nos clients, mais aussi des prospects où il y a l'émergence aussi de la partie B2B. Qui demande encore plus on va dire, d'organisation, de structuration, d'agrégation en fait de la donnée. Donc notamment via des outils comme le PIM, où on va vraiment venir qualifier en fait, et séparer en fait aussi certaines données, mieux les enrichir, parce que ça c'est un enjeu très fort en fait dans le process de vente. On parlait tout à l'heure de trouver la bonne info, et surtout le pouvoir la réutiliser dans des extensions vers de la marketplace, etc. Et je rajouterais aussi peut-être des aspects, peut-être des enjeux autour du risque et de la sécurité, donc qui sont très importants aujourd'hui et de plus en plus. Le risque est un peu un élément un peu global, donc un risque de temps, un risque aussi lié à sa plateforme, d'organisation aussi, puisque souvent on n'a pas ce qu'il faut pour répondre en fait à ce canal, à cette plateforme qui est en train d'évoluer et qu'on voit en fait émerger comme un vrai canal en fait de vente. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'apporter en fait des réponses très opérationnelles au niveau de la sécurité, notamment sur toutes les garanties que peut apporter la nouvelle solution, mais aussi l'architecture qu'on va poser. Donc ça c'est très important, et remettre peut-être un peu d'ordre et de guidelines aussi sur ces parties-là, parce qu'on voit très bien que il y a encore beaucoup de lacunes là-dessus et de vides. On travaille beaucoup avec la partie RSSI, mais aussi sur la partie data produit, data client, avec donc des DPO, etc. Donc l'idée, c'est des enjeux qui sont aussi très importants, pour qu'on n'oublie pas que l'idée c'est pas vraiment que technique. Il y a aussi en fait tous les essentiels en fait pour répondre en fait à ses clients, à ses prospects qui souvent en fait sont demandeurs donc de ces informations complémentaires, donc au-delà même du cœur du sujet. Donc ça c'est important. Et du coup tu me fais penser à un enjeu justement qu'on n'a pas abordé. Donc c'est clair que l'enjeu de la sécurité, nous plateforme SaaS, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours et de plus en plus. Je pense qu'avant les entreprises avaient moins conscience de ces enjeux liés à la sécurité. Mais quand tu parles effectivement aussi de la gestion du risque, ça me fait penser qu'il faut aussi bien s'entourer. Un des enjeux aussi d'une refonte, c'est de bien choisir à la fois les solutions, mais aussi son intégrateur, pour avancer en sécurité sur son projet, et avoir moins de risques que le projet glisse dans le temps. Très clair, merci pour ces enjeux qu'on a bien cadrés. Et assez logiquement, là encore, maintenant qu'on a défini de quoi on parlait, on a les enjeux, mais la question qui peut peut-être se poser, c'est à quel moment ça devient vraiment nécessaire de replatformer, à quel moment il faut y réfléchir. En termes de temps, au final, comment est-ce que ça s'articule pour un marchand, et comment est-ce que ça devrait s'articuler dans l'idéal pour un marchand qui a peut-être ça en tête, qui y réfléchit mais qui n'est pas encore sûr, qui ne sait pas trop dans quel sens aller. Comment ça se perce en termes temporels, on va dire. Je peux peut-être démarrer. Qui veut. Je lance. Alors, moi je dirais le timing. Le temps est quelque chose d'important en fait. Quand c'est souvent en fait plusieurs éléments qui vont nous indiquer en fait cette temporalité ou alors ce moment. Généralement, moi ce que je dirais en prenant cette fois la casquette, on va dire, intégrateur toujours, c'est vraiment l'anticipation, d'accord. Donc dans cet aspect force de conseil, on va dire technique, mais aussi d'anticipation en fait en termes de projet. C'est des choses qui se préparent parce que souvent on a des signes avant-coureurs, la dette technique, des résultats au niveau en fait business, avec les taux de transfo, conversion, les budgets qu'on investit aussi dans toute la partie acquisition, etc., qui ne performent pas parce qu'on voit très
bien que l'expérience ne répond pas. Et on a aussi toutes les extensions de territoire qu'on veut faire, d'accord, que ce soit des nouveaux usages, mais aussi des nouveaux pays à ouvrir, qui font qu'à un moment, on est bloqué. Donc voilà, pour moi, c'est le temps, c'est une question d'anticipation, d'accord. Donc c'est vrai que on voit très bien, de plus en plus, des prospects ou des clients qui vont venir un peu à la dernière minute. Je me permets le terme. Bien sûr, on a des réponses. Ça fait partie aussi de notre métier de bien organiser et préparer un projet. Donc voilà, avec bien sûr nos partenaires. Et du coup, ça va être de l'anticipation et du cadencement, parce qu'il y a des priorités à poser, d'accord. Donc dans ce sujet-là. Mais en tout cas, il faut être en amont et anticiper ces questions-là, notamment avec sur des sujets de référentiel, voilà, ou de choix de solutions, d'accord, donc corps, donc transactionnel, mais aussi l'ensemble, donc parce que souvent, on arrive dans des environnements où il y a une remise en question globale en fait de l'architecture qui est posée, et puis le métier qui nous demande plein de choses, etc. Donc voilà, c'est un peu je dirais l'anticipation et le cadencement, et à ce moment-là, on se met d'accord avec nos interlocuteurs, côté client, sur le bon moment en fait pour commencer les travaux. Juste les travaux, on parle même pas de build, en tout cas de replatformer, c'est-à-dire dans l'activité même de config ou de configuration ou de développement. L'idée, c'est vraiment de préparer ça par rapport aussi, là je prends ma casquette métier, la saisonnalité aussi de nos clients, parce que on peut pas déranger en fait le business. Ouais. Et puis dans les risques. Du coup. Exactement. Et puis peut-être des solutions en fait intermédiaires, ou pas solutions, mais scénarios intermédiaires. On va commencer peut-être à penser plus. On en parle avec cette architecture ouverte, de décommissionner progressivement, de poser quelques priorités, donc pour démarrer un petit peu les travaux sans tout détruire. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc ce que je peux dire sur le... C'est une migration progressive, du coup, qui pourrait être envisagée selon les cas. C'est des scénarios, effectivement, qui sont, qui peuvent être très, très intéressants pour certains clients qui envisagent quand même, des réflexions aussi autour de la partie PIM. On voit arriver, en fait, ces sujets de plus en plus. Donc, il faut se donner le temps pour les préparer. On a aussi les choix de solutions aussi souvent. On a quelques arbitrages à faire pour poser en fait le besoin, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité. Donc voilà, donc c'est un peu tout ce travail où on va être dans un pragmatisme, mais aussi avec une orientation business. Ça, c'est très important, parce que l'idée, c'est quand même continuer à produire de la valeur. Donc et du coup, cette migration progressive qui est pertinent dans certains cas, ça permet aussi de lisser les risques et les investissements. Exactement, parce que souvent c'est des projets, en tout cas quand on est sur des choses assez majeures, on a des projets effectivement qui peuvent coûter cher, mais dans le coût, moi j'y vois aussi la performance derrière. On en parlera peut-être plus tard. Bien sûr. Sur les KPI à suivre, et souvent c'est par le cadencement et une notion de lotissement, donc je pense que on connaît tout ça. On arrive à quelque chose d'assez performant, et puis qui va toujours, moi je fais très attention à ça, parce que replatformer pour replatformer, c'est bien, mais c'est pour le business aussi, ça c'est très important. Et voilà, exactement. En fait, comme tu dis, ça a effectivement un coût de faire un replatforming. Il faut que derrière il y a un ROI, et ce ROI il doit être généré par le business. Donc c'est clair que ça doit être quand même d'une certaine manière drivé pour des enjeux des enjeux business de développement. Il y a aussi un sujet quand replatformer, c'est aussi que l'ensemble des équipes, et ça c'est important parce qu'on l'a dit, c'est un projet stratégique, ça répond à des réels enjeux qu'on a pu voir juste avant, mais c'est bien que l'ensemble des équipes soient en face par rapport à ça, que ce soit les équipes métiers, que ce soit les équipes IT, que ce soit aussi la direction. Et c'est beaucoup plus simple, je pense que tout le monde est d'accord autour de cette table, quand tout le monde va dans le même sens. Ouais. Donc je pense que c'est aussi bien que le client en amont ou le prospect ait pu réfléchir à ça aussi en amont, c'est pertinent. Quoi. Effectivement. Ouais, que les métiers et que l'IT soient alignés, parce que parfois le replatforming va pas être approché de la même manière. En fait, l'IT va avoir un problème d'obsolescence de la plateforme, une dette technique, des problèmes de sécurité, là où le métier
va vraiment avoir des problèmes opérationnels, de gestion de contenu. Et donc, du coup, il faut que tout le monde soit aligné sur le choix de solutions, sur le timing à mettre en œuvre. Et comme disait Amal, il peut y avoir plusieurs éléments aussi dans la refonte. Peut-être qu'il faut le faire de manière progressive. Peut-être qu'on peut faire un MVP. Donc, on part sur une version très simple de la refonte e-commerce. Et puis ensuite, on vient lotir derrière pour améliorer la plateforme. Et on est en train de basculer petit à petit dans la phase justement de comment est-ce qu'on réfléchit ce replatforming-là. Maintenant qu'on voit qu'on est dans le bon timing et qu'on a les équipes qui vont être alignées, comment on s'y prend pour concevoir ce replatforming? C'est quoi les premières étapes de réflexion avant de mettre les mains dans le cambouis? Alors, je dirais qu'il y a même, avant même de penser peut-être conception, je me permets juste un petit peu un petit recul, parce que Alexis a évoqué quelque chose de très important, c'est cet alignement et le phasing. C'est vrai généralement, on est très attentif à ça quand on arrive chez nos prospects ou nos clients, notamment dans des phases un peu de cadrage et d'accompagnement un peu sur la culturation des fois, parce que des fois c'est juste parce qu'on ne sait pas ou on a peur en fait du changement. Donc du coup l'idée c'est vraiment d'apporter par la preuve, peut-être aussi via des supports un petit peu d'accompagnement en fait les impacts positifs, etc. Donc cette préparation en amont, ça peut être lors de ces phases en fait qu'on appelle des cadrages où on va vraiment bien poser en fait le scope. Comme ça on a un périmètre qui est accepté en fait par tout le monde. Donc ça c'est très important, et une roadmap. Donc c'est très important parce que on allie une idée du conseil à quelque chose de très terrain, donc d'opérationnel. Donc ça c'est vraiment très important. Moi j'y tiens énormément. Et puis après effectivement dans la façon de concevoir, donc quand le timing est plutôt posé. L'idée, c'est de démarrer, effectivement, on a deux grandes, on va dire, étapes, donc qu'on sait tous, la conception et la partie build, on va vraiment construire. La conception, donc, est quelque chose de déterminant parce que c'est là où on va construire avec le client, mais en allant dans le détail, d'accord? Donc, de préciser, en fait, la partie information produit, d'où viennent les données, ok, donc les structures en fait de flux, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, comment en fait la solution qui a été choisie, parce que là on considère que le choix a été fait et heureusement. Donc est-ce que ça répond en fait à ce besoin? On a aussi tous les aspects migration de données, qui est très importante, parce que c'est une phase en fait la partie où on va faire en fait cette migration qui est très importante. Donc il y a en fait tous les éléments en fait comme quand on fait de la cuisine, on prépare les ingrédients, on a tout ce qu'il faut, on se dit ok, on a ce qu'il faut pour aboutir à ce bon plat en fait qu'on va manger. Donc du coup c'est très important en fait de vraiment s'attarder sur cette partie-là. Des fois ça prend du temps parce que il nous le faut, parce qu'on a peut-être des informations qui vont arriver à ce moment-là, parce que le client a déjà, démarré des travaux sur son SI, qu'importe. Ça peut être une migration de RP, des choses comme ça. Comme des fois, ça peut aller assez vite parce qu'on a des clients ou un contexte qui est plutôt clair, d'accord. Donc, on voit un petit peu le scope. On a de la documentation, donc ça nous aide aussi dans le travail avec nos partenaires, donc dans la façon de préparer en fait, ou ce qu'on appelle dans le métier, donc l'initialisation en fait du projet, et qui permet d'avancer sereinement. Et puis la conception, c'est aussi ça c'est très important aussi, c'est de s'assurer de la disponibilité. En fait c'est un élément qu'on va aussi anticiper bien sûr avant de démarrer la conception. La disponibilité du client est très importante parce que on fait connaissance.
certes, en tout cas quand on a démarré par cette étape-là, et puis surtout en on-board, parce que c'est le moment en fait de transmettre en fait. Donc on va avoir la formation, on va avoir toujours cette notion d'acculturation, voilà. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se passent sur cette phase-là et qui est très importante. Donc, et c'est intéressant justement ce que tu disais sur les équipes, l'onboarding des équipes, parce que nous souvent ce qu'on voit côté éditeur en avant-vente, parfois on n'a pas vu toutes les équipes métiers qui vont intervenir sur le projet, et donc du coup quand tu parles d'acculturation, ça veut dire qu'il y a une nouvelle phase de découverte qui vient sur la phase de build où on revalide mine de rien l'adéquation entre la solution et les équipes métiers, et du coup effectivement ça vaut le coup, faut pas négliger ça d'un point de vue je pense marque, distributeur, de vraiment refaire une phase de présentation de l'outil, pourquoi il a été choisi, à quel besoin il répond, et puis une prise en main qui soit peut-être légère, mais en tout cas que les gens qui vont intervenir en atelier aient conscience de ce qu'ils vont avoir dans les mains, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas aussi, je pense. Et c'est important aussi de le dire, parce qu'on revenir un peu au début, je pense qu'une des premières étapes, parce que c'était ta question, une des premières étapes au niveau du replatforming, et limite en amont, c'est, on l'a vu, c'est un projet qui est quand même pas mal complexe, et le fait d'implémenter un PIM en amont d'un replatforming peut vraiment faciliter la vie du client. Donc ça, c'est vraiment nous, chez Akeneo, on le met vraiment en avant. Quand il y a un replatforming, on dit, mais tu l'as dit, c'est comme la cuisine, c'est toujours bien de préparer ses ingrédients avant, et en fait, c'est un PIM Akeneo, c'est ça, c'est quand en amont, on va bien préparer les données produits, on va les enrichir, on va les préparer pour qu'elles soient disponibles sur l'ensemble des canaux de vente, et ça va totalement faciliter cette migration, réduire les erreurs, pas se mentir, et en finalité améliorer l'expérience utilisateur. Et nous, chez Akeneo, c'est 3 mots souvent, on va collecter les informations, on va les enrichir, et on va être capable après de les diffuser sur l'ensemble des canaux. Et comme tu disais, du coup, effectivement, préparer en amont, plus on a préparé en amont, plus le PIM il est vite mis en place. Exactement. Et plus le reste, l'e-commerce aussi suit, parce qu'on a une bonne qualité de données. Exactement. Et on est capable de la diffuser sur ce canal de vente. Ouais, exactement. Et peut-être un élément aussi, parce qu'on parle d'expérience client, souvent on a la partie front qui est aussi, parce que quand on parle conception, que ça ne soit pas trop en fait d'évaluer en fait voilà à ce stade-là, parce que souvent en fait on a des équipes en fait UX UI, donc voilà, pour simplifier les choses, c'est les personnes qui vont repenser, re-questionner en fait les parcours, et voilà, prévoir en fait tout ce qu'il faut pour les améliorer, c'est-à-dire d'un point de vue performance, parce que bon, on regarde des chiffres avant, ça c'est important, et de la façon dont ils seront conçus, donc le design. Donc et ça c'est une étape aussi qui fait partie, enfin voilà, de la conception. D'ailleurs, on parle même expérience produit, parce qu'on va aussi être attentif à ce genre de choses. L'UX UI, mais aussi la partie SEO, donc le référencement naturel, qui est un sujet brûlant souvent à ce stade-là. Souvent, il y a des manques, mais aussi il y a des choses à compléter. Donc, voilà, la conception vraiment c'est un vrai terrain en fait de préparation, de sécurisation en fait pour la suite. Et d'ailleurs qu'on soit dans des méthodologies agiles ou autres, d'ailleurs, donc en W ou d'autres termes. Cette phase-là est importante. Enfin, on peut l'appeler discovery, on peut l'appeler comme on veut, mais cette réunion en fait de tous les éléments déterminants pour le replatforming est important. Donc, il faut pas le nier. Donc, et dans les éléments déterminants, justement, on a parlé de la place fondatrice de la plateforme e-commerce et du PIM. Est-ce qu'il y a d'autres briques de la stack technologique qui sont également extrêmement prioritaires, je dirais, ou est-ce que c'est vraiment ce couple-là qui doit se retrouver à la base et ensuite le reste va venir au fur et à mesure dessus? Moi, je dirais, en fait, ça dépend vraiment de la situation, en fait, du client. Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, soit le cadrage l'a déterminé, parce qu'il y a une vision, par exemple, quand je dis déterminée, c'est-à-dire la vision architecture,
Ouais. C'est là où on va commencer à vraiment parler de choses très variées. Enfin, tu vois, soit pendant la conception, dans les ateliers qu'on va travailler avec le client, parce que c'est sous forme de workshop, on a la partie technique qui va questionner, ou même un peu stratégique, on peut l'appeler comme ça, qui va questionner un petit peu la partie architecture. C'est là où on va faire connaissance avec bien sûr ce qui marche. Je pense que Maïwenn, tu l'expliquais bien avant. Et ce qui ne marche pas ou ce qui nous manque, d'accord. Donc notamment sur les référentiels, on parle de référentiels produits, ça peut être les référentiels clients. Donc du coup, dans le projet de replatforming, on va faire émerger une CRM. On a aussi toute la partie, si on veut un petit peu aller plus loin dans l'expérience, de remarketing, sur tout ce qui est scénario et trigger en fait de marketing automation. Du coup, j'ai qualifié en fait mes clients dans le replatforming. Je veux aller un peu plus loin pour peut-être les rappeler un petit peu. Ils ont acheté, ils ont pas acheté, par rapport à la nature des produits. On a aussi des choses autour du click and collect. Aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais pas vraiment. Donc, on a aussi aujourd'hui des clients qui sont très très demandeurs. Donc, même dans une dimension omnicanal, on a plusieurs briques qui vont être qui vont s'imposer et qui vont faire appel les uns aux autres. D'où cette architecture un peu ouverte, progressivement. On parle beaucoup de composable commerce avec toutes ces stacks qui étaient stacks avant, si on veut un petit peu partir de choses très pédagogiques, et qui vont devenir en fait des satellites un peu, qui vont faire en fait l'écosystème de notre client. Et du coup, effectivement, la conception, voire même un peu le cadrage, parce que des fois, on est un peu en transition, un petit peu, à cheval un peu entre les deux. On va effectivement poser ces choses-là. Et force de conseil de l'intégrateur, donc bien sûr avec le travail qu'on fait avec nos partenaires, parce que il y a aussi tout un conseil architecture qu'on travaille sur nos projets. On va venir mapper en fait toute cette partie-là, d'accord. Donc bien sûr en tant qu'intégrateur, on va compléter avec toutes les briques qu'il nous faut. Et surtout, toujours, moi, c'est très important, le cadencer, parce qu'on peut pas tout faire, en fait, d'un coup. Donc, soit un MVP, un corps modèle, une V1, tout le monde l'appelle comme il veut, mais Ouais, et puis ça va être super variable en fonction d'un contexte client à un autre. On a souvent la problématique CRM, c'est intéressant que tu la soulèves, parce que on parlait d'expérience utilisateur, c'est un peu le fil rouge du podcast d'aujourd'hui. L'expérience utilisateur, c'est bien de l'améliorer, mais on a envie aussi que notre client y revienne. Et on a cette problématique-là parfois qui est abordée en phase d'avant-vente. Et effectivement, là, le CRM, il devient structurant pour l'entreprise. Il fait vraiment partie prenante du projet. Là où, sur un projet B2B, on va vraiment avoir aussi un ERP qui va avoir une dimension qui va être extrêmement importante. Donc, c'est en fonction des contextes projets que ça peut varier. Rien à dire de plus que ça. Tout a été dit, c'est bon. Tout a été dit, on peut fermer exactement. boutique. Il y a encore à dire. Ouais. Je pense. Dans le temps du podcast, c'est pas mal effectivement. déjà, Je pense qu'il y a un vécu aussi projet, et je pense même pendant la phase de pre-sales, ce qu'on fait comme travail d'étude, d'analyse, de poser, parce que c'est un projet en lui-même. Souvent, on prépare le terrain pour l'après. Il y a quand même beaucoup de retours d'expérience, d'anecdotes aussi, parce que on se rend compte aussi qu'on fait beaucoup de bien à nos clients, nos prospects, parce que je pense qu'on les inspire aussi, parce que on parlait tout à l'heure de B2B, il y a beaucoup d'usages autour de ça. Certainement, ils sont redoutés, parce qu'on est souvent face à des entreprises qui sont assez, assez, moins digitales que d'autres. Moins digitales, d'autres, c'est surtout en fait l'accompagnement par la preuve, et qui fait que des fois, on se rend compte qu'il y a des usages très intéressants
qui passe par cette digitalisation. Et du coup, c'est là où voilà, toutes ces phases-là sont très importantes, en tout cas pour aider aussi nos et tu as raison clients, que même, je pense que même nous, en tant qu'éditeurs, parfois on a un rôle d'éducation parce qu'on va venir avec des cas clients, voilà, un contexte un peu particulier, puis on va être capable de donner du ROI et ça peut inspirer le client qui n'avait pas forcément pensé voilà, à cet usage ou en tout cas son projet, il l'avait peut-être pas abordé de ce point-là. Donc tu as raison, parfois c'est un peu et puis même, je pense, concernant la partie PIM, on parle d'extension de territoire et de canal. Bien sûr. Des fois, dans les réflexions qu'on fait au niveau soit la stratégie, le business model, on se rend compte qu'il y a peut-être un projet, je dis la marketplace parce que je sais que c'est un sujet qui est assez bien installé, mais qui continue quand même à faire sa vie, qui n'est pas tout de suite dans la réflexion, mais qu'on va essayer un peu d'anticiper. Donc dans la façon de s'ouvrir en fait à des nouveaux canaux, à équiper en fait la force de vente, etc. Donc avec d'autres choses. Et je pense que aussi la partie PIM aide aussi à structurer cette réflexion voilà, parce qu'on canalise tout, on catalyse tout, donc forcément ça donne des idées quoi. Et on a certains cas clients et c'est exactement ça, c'est qu'en discutant avec eux, on leur montre aussi que par exemple intégrer ces produits sur Amazon, c'est toujours assez complexe. Et en fait, par le biais d'Akeneo, aujourd'hui, on a une brique qui s'appelle Activation for Retail, où on est capable de faire ça, d'activer très rapidement sur Amazon. Et en fait, un client qui était un peu découragé sur cette partie-là, mais il se dit en fait j'y ai pas pensé et c'est en 2-3 clics. Un peu plus complexe que ça, bien évidemment, mais on peut être capable d'activer ces produits sur Amazon et là, clairement, de gagner en termes de visibilité, c'est quand même exceptionnel. Effectivement, ouais. Voilà. Tout un côté d'ouvrir des opportunités au final qui n'avait pas forcément été anticipé. Maintenant que le projet il est à peu près conçu, on va passer à la phase de build. C'est quoi l'idée à partir de là? L'idée en phase de build, c'est surtout d'accompagner le client en fait. Je pense dans je dirais une dimension duale ou triale, donc qui va être la gestion de projet, donc le temps, le coût et puis les équipes en fait avec cette constance, cette continuité. Peut-être que je rajouterai une autre dimension, donc tout le travail qu'on fait aussi avec nos partenaires techniques. Parce qu'il y a aussi une montée de compétences permanente, donc dans les échanges qu'on a avec les éditeurs qui sont impliqués en fait dans les projets. Donc il y a une organisation en fait qui va se mettre en place. Bien sûr, à la sortie de la conception, on va avoir quand même des outils. Je vais pas rentrer un peu dans le détail et le jargon un peu de notre quotidien projet, mais au moins une feuille de route qui permet en fait de donner en fait voilà des lots en fait des cadences. Donc on va venir en fait construire l'outil qu'on a certainement aussi priorisé. Enfin on parlait de MVP, core modèle, voilà donc ça c'est des choses en fait qu'on fait très très souvent, même toujours en fait avec nos clients. Et ensuite c'est venir aussi au fur et à mesure limiter des risques, donc compléter aussi certains scénarios parce qu'on a vu peut-être qu'en conception effectivement on a tout écrit, ou alors peut-être quand on est en mode agile, c'est aussi de se faire en fait voilà les choses au fil de l'eau, donc bien sûr pour sécuriser ce qui va être produit. Et aussi, qui est très important, c'est toute l'interaction avec le client. Donc ça, c'est très important. Et les métiers, parce qu'on continue toujours à onboarder en fait ces futurs peut-être ambassadeurs, users. Voilà, ça dépend de là où on est. Enfin, grande structure, petite, moyenne, B2C, B2B. B2B, par exemple, on va avoir des magasins. Il faudra les onboarder pour qu'ils puissent tester. Donc la phase recette, donc progressive. On a donc à chaque fois qu'on va livrer des lots ou un lot, de venir bien en fait vérifier que les choses marchent, et puis livrer en fait dans le temps. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on sait faire. Et puis je rajouterai en fait juste un élément en fait complémentaire, c'est tout l'accompagnement, et anticipation un peu change et business, parce que déployer en tout cas le go live, c'est bien. Mais c'est là où commence en fait le vrai travail. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des choses aussi qui se préparent au fur et à mesure pour la sortie en fait de cette plateforme, et qu'il faut aussi travailler en fait voilà pendant cette phase-là. Donc voilà ce que je peux dire sur la partie build. Et côté éditeur, pour le moment. C'est quoi l'implication dans cette phase de build?
L'implication de l'éditeur, en général, elle est assez légère par rapport à l'intégrateur. Ouais. En général, ce qu'il y a, c'est un accompagnement dans Professional Services, donc des équipes techniques qui sont là pour conseiller l'intégrateur sur l'architecture, qui est là pour répondre à des questions techniques, orientées sur la meilleure manière de faire pour répondre à une problématique. Et à ne pas négliger, par contre, c'est la partie accompagnement fonctionnel, parce que tout à l'heure je parlais de former les utilisateurs. Nous, on aime bien proposer une formation utilisateur dès la phase de cadrage pour que les utilisateurs finaux revoient la plateforme, comprennent les grands principes de la solution et puissent s'approprier l'outil. Voilà. Non, c'est à peu près la même chose et je pense que c'est aussi important de le mettre en avant, c'est que le couple éditeur et intégrateur est aussi important et qu'il y a vraiment une grosse partie communication qui est vraiment importante sur cette partie, sur cette base-là. Puis je pense que ça rassure aussi Oui, nos clients qui sont peut-être des early adopters de solutions, parce que peut-être qu'ils sortent de quelques années où ils avaient un outil custom pour driver en fait soit un catalogue e-commerce, mais aussi parfois on a juste un catalogue digitalisé, d'accord. Donc ça permet aussi de rassurer, d'accompagner. Voilà, donc et ça faut aussi se dire que je reparlerai encore du B2B parce que bon il y a quand même des encore beaucoup de prévisions en fait dans ce secteur là. En fait, on a des usages qui sont là, donc on a une certaine constance en fait, peut-être même un certain confort qui s'installe en fait dans certains usages, et l'idée en fait d'apporter soit progressivement ou d'un coup un nouvel outil doit s'accompagner en fait durant cette phase de build. Ça peut effectivement la formation, mais on va avoir certainement aussi des démos, encore et toujours, parce que c'est important. Mais on va essayer aussi de préparer. Moi, vraiment, j'insiste. Je le disais tout à l'heure, je me répète, de préparer en fait l'après, d'accord, parce que il y a des choses qu'on n'a pas fait totalement, donc et de se dire en fait qu'il nous reste encore du travail à faire. Je rajouterai juste un petit élément en fait sur cette phase build, sur tout ce qui est contenu, parce que on va faire aussi participer en fait le client sur toute cette phase en fait de content qui est très importante, parce que le client et en tout cas les équipes sont mobilisés, et c'est très important en fait de prendre conscience de ça. Très fortement sur les phases recettes, on va dire, où on va tester, mais il y a aussi un travail sur les contenus. C'est-à-dire, on a des contenus qui vont migrer. Enfin, on parlait de PIM, ok, c'était préparé, mais il y a tout le content, en fait, qui est sur la plateforme, qu'il faudra aussi travailler, mais aussi compléter. D'accord? Donc, concrètement, dans ce cadre-là, tu parles de quel genre de contenu? Toute la partie article, média. Contenu, média, tiers, en fait, qui va venir, en fait, porter aussi, tout le référencement, tout le travail un petit peu d'éducation, en fait, du client et de sa rétention, d'accord? Donc, dans certains métiers, je parle, par exemple, où on a besoin d'accompagnement, de conseils, dans le B2B, en fait, sur des produits assez complexes, où il faut s'informer, pas mal, des choses comme ça. Et du coup, il faut aussi qu'on soit force de proposition, en fait, que ce soit dans le temps, mais aussi dans les travaux à faire dans cette partie-là. Donc, c'est très important aussi, parce que ça peut prendre aussi du temps. Donc, voilà. Ouais. Alors. Maintenant que cette phase de build va être terminée, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on se penche un peu pour finir sur la partie de ce qu'on en tire de ce replatforming. On a discuté au tout début des enjeux, donc on espère que les bénéfices vont répondre à ces enjeux-là. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va aller mesurer l'efficience d'un replatforming? Quels sont les KPI qu'il faut essayer de garder en tête? Qu'est-ce qui est tangible ou qui sera peut-être plus intangible, mais auquel il faut faire attention aussi en termes de bénéfices de ces platforming? Voilà. Comment est-ce qu'un commerçant va aller chercher à mesurer, entre guillemets, le ROI de ce replatforming-là, une fois que il est terminé, qu'il a un peu de recul par rapport à l'évolution qui a été opérée?
Non, vas-y. Tu veux démarrer? Je vais faire encore un step en arrière, Vas-y. mais juste pour repréciser des choses parce qu'on peut pas tout dire, hein, donc ça c'est Non. une question d'efficience dans le temps. On va faire d'autres épisodes après. Ouais, c'est Pendant ça. la conception, c'est très important aussi parce que on pose, enfin en tout cas Hardis dans la façon dont on conçoit les projets, on pose un atelier KPI parce que c'est très important de voir d'où on part, hein, donc et ce qui nous manque aussi comme données en fait pour mesurer cette partie-là. Donc effectivement, la mesure va être très importante. On part d'une situation pour l'améliorer. Ou en tout cas, il y a des clients même qui nous disent je veux juste de l'ISO. Ok, mais bon, généralement, on veut faire mieux. Donc, et tant mieux. Hein, enfin, là. Du coup, ça va être en fait effectivement tout un référentiel ou en tout cas d'indicateurs, hein, donc qu'on connaît. Hein, de mon passé d'e-commerçante, bon, il y a des choses très évidentes aujourd'hui hein, qu'on regarde. Je pense à la conversion, voilà, la rétention, voilà, il y a beaucoup d'éléments en fait. Voilà, j'ai pas besoin de rappeler en fait voilà des b.a.-ba, mais on va aussi être très attentif sur des éléments qui ont trait beaucoup à la plateforme en tant que telle, c'est-à-dire en lien avec l'infrastructure, mais aussi l'applicatif, d'accord. Donc les temps de réponse de la solution, anticiper en fait éventuellement des bugs ou des choses qui coincent hein, sur le parcours. On a des outils aujourd'hui qu'on met en place pour le faire. On a aussi la partie infrastructure où on va en fait venir anticiper comment dire des éléments en fait de serveurs, d'accord. Donc sur des phases en fait de saisonnalité forte, d'accord. Donc si en tout cas on veut anticiper ce genre de choses. Donc voilà, il y a vraiment un espèce de vue un peu à 3 dimensions. Donc business, on va dire expérience, avec des KPI qu'on connaît, hein, donc on va en reparler. La partie très applicative, d'accord, donc pour mesurer la performance vraiment de la solution qu'on a posée, mais des solutions aussi, hein, parce que bon, il faut quand même qu'on les monitore. Et puis la partie plus, on va dire infra, bien sûr, quand elle est gérée, soit en propre ou en délégation, il y a toujours besoin en fait de surveiller ce genre de choses. Donc voilà, généralement, on se donne en fait des targets, effectivement, donc avec des clients ou souvent le métier aussi, où on se dit voilà, j'ai besoin en fait de booster en fait mon taux de transfo. On va mettre en place en fait les actions donc qui sont issues du build, une nouvelle plateforme qui est posée, mais on va aussi être attentif à toutes les actions que vont mener aussi nos clients parce que enfin, sortir une plateforme n'est pas suffisant. C'est aussi les actions, les campagnes qu'on va initier. On est force de proposition aussi là-dessus. Donc, une fois qu'on a livré en fait la plateforme, il y a toute la partie maintenance qui va commencer. Où moi j'aime bien le côté run qui va inclure aussi un conseil très opérationnel business, d'accord. Donc là on va travailler en fait sur des actions, sur des améliorations continues, peut-être aussi via la puissance fonctionnelle aussi de la solution. Donc qu'est-ce qu'elle peut apporter, peut-être sur voilà toutes ces éléments qui vont permettre en fait de booster en fait encore plus le chiffre d'affaires, taux de transfo, etc. Voilà donc ouais, ça va être en général voilà, temps de chargement, taux de transfo sur mobile. Il y a encore des gens qui font des replatforming qui avaient des plateformes qui n'étaient pas mobile friendly, donc ça peut être un levier de croissance. L'augmentation du panier moyen. Pour certains. Oui. Ouais, taux de conversion, taux de rebond, voilà, il y a tout. On a des listes de KPI. Je pense que pour un e-commerçant, après bon, je pense que les dashboards en fait des différents éditeurs hein, et solutions qu'on va venir un peu voilà animer ensemble hein, dans le cadre du replatforming nous permettent déjà d'avoir en fait voilà quelques KPI qu'on va suivre. Même certains ils sont nouveaux hein, pour nos clients, donc c'est tant mieux, hein, c'est très bien. Peut-être l'autre chose qu'on peut aussi travailler, c'est aussi offrir une espèce de transparence et de clarté en fait pour nos clients avec des outils qui permettent en fait de suivre ce genre de choses. Parce que aller d'une solution à l'autre peut être un peu pénible pour certains, assez difficile en fait pour appréhender en fait ou driver son business. Surtout qu'aujourd'hui on a l'émergence par exemple de rôles comme responsable de customer experience où on va être regardant sur pas mal de pans en fait qui ont une incidence sur la partie expérience client.
Du coup, en fait, voilà, on va peut-être poser des outils de data vis, voilà, au-delà d'une notion de BI, hein, juste pour visualiser, parce que bon, qui parle web parle aussi d'un Google qui va venir scanner, et, voilà, restituer en fait des rapports. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va venir un petit peu, voilà, afficher, canaliser, organiser pour que en fait on ait son tableau de bord pour driver ses KPI, hein, donc, et nous challenger aussi, hein, enfin c'est important. Et tout à l'heure on avait parlé d'enjeux pour les business users. Oui, justement, ça c'est quelque chose qui, alors ça se mesure. Bien sûr, on n'a pas de chiffres forcément à donner, mais ça a un impact, puisque plus on est efficace, a priori, mieux on gère son site. Et on peut l'espérer. Oui, on espère. Et plus on génère du business. Il y a un KPI qu'on n'a pas forcément donné, c'est le time to market aussi. Oui. C'est aussi d'avancer là-dessus. En partie, nous, chez Akeneo, en termes de ROI, parce qu'on a parlé des bénéfices, qui est de se dire on va améliorer l'expérience utilisateur, on va avoir une meilleure visibilité, on va avoir une meilleure efficacité opérationnelle. Chez Akeneo, on dit souvent on va vendre plus vite, on va vendre mieux et on va vendre n'importe où. On a quelques ROI ou KPI qu'on peut donner sur le vendre plus vite. Et ben en fait, on parlait de time to market. On a des entreprises qui vendent toujours des comment on appelle ça, des fournitures de bureau qui avant en time to market étaient à 24 heures et sont passées à 15 minutes. Donc on a quand même pour les users. Exactement, on a un gain de productivité assez intéressant sur cette partie-là. On va avoir le vendre mieux, le fait d'avoir sa data produit bien compréhensible, bien clean, à jour sur l'ensemble des différents canaux de distribution. Et ben on voit des personnes qui sont capables de faire du x4 sur des taux de conversion. C'est quand même des ROI assez importants à mettre en avant. Et aussi le fait de vendre n'importe où, donc sur des nouveaux canaux de distribution ou des nouvelles régions, fait qu'on va avoir une croissance de chiffre d'affaires assez importante. L'incrémental, très, très important aussi. Ouais. Donc, et je pense que ce qui est important en amont, on en a parlé, c'est on est aussi capable de par le biais de discuter avec le client, d'essayer de mettre en place déjà des ROI en amont et de se dire, si on va faire telle chose, on peut aller gagner autant, et, en fonction des use cases, etc. Ouais, exactement. C'est important. Ouais. Ça fait partie au final du cadrage des attentes du client et de leur priorisation. Ouais, en tout cas, quand on arrive aux prémices même du projet, c'est vraiment poser en fait ces éléments en fait, parce que en fait je finissais tout à l'heure avec un mot, c'est aussi un challenge pour nous en tant que intégrateur, éditeur. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas juste s'arrêter à le faire. Enfin, c'est important de continuer, surtout quand on connaît un peu l'opérationnel et le métier client. Donc moi j'ai été côté e-commerce, donc j'ai drivé aussi des centres de profit, et on voit très bien là où on veut en fait accélérer, et puis là où on va challenger la technique ou autre chose, donc ou l'expérience, donc avec peut-être d'autres choses. Donc il y a tous ces aspects aussi pour nous en tant que ceux qui vont faire en fait, en tout cas le replatforming, de savoir en fait aussi prioriser et accompagner en fait sur des leviers en fait business qui sont très importants. Donc voilà. Très clair, merci beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais bien vous demander à chacun, quel est votre big conseil en matière de e-commerce ? Ah, moi je vais parler de data produit bien évidemment, mais on a beaucoup parlé d'expérience utilisateur, et en fait on se rend compte nous que le fait de bien prioriser l'expérience produit va forcément améliorer l'expérience utilisateur par la suite. Donc ça c'est vraiment le big conseil que je peux donner. Et après par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est de bien mettre le PIM, d'avoir conscience que mettre un PIM en amont du replatforming facilitera bien évidemment cette migration là. Pour revenir un peu sur les résultats qu'on peut avoir, c'est d'avoir une amélioration de l'expérience utilisateur, réduction aussi des erreurs. On n'en a pas forcément parlé, mais par exemple la gestion des retours, c'est un réel pain des clients aujourd'hui. Là, le fait d'avoir les data clean sur l'ensemble des canaux fait que on aura moins de retours, et quand même c'est une réduction des costs qui est assez pertinente. Réduire le time to market, et aussi d'un point de vue enjeu stratégique, c'est de s'ouvrir à de nouveaux pays et de nouveaux horizons actuels et ceux qu'on connaît pas encore à l'avenir. Merci Alexis. Merci à toi.
Moi, mon big conseil en big commerce, j'allais faire un lapsus. Ça marche, c'est bon. C'est surtout de bien se faire accompagner, bien réfléchir à son projet. Et puis, voilà. Après, moi, côté éditeur de solutions, bien sûr, je veux dire bien choisir l'outil qui va nous accompagner dans le temps et choisir quelque chose qui soit flexible et scalable. Merci Maïwenn. Amal, tu veux le mot de la fin? Merci. Bon, il va être un peu, on va dire, philosophique et un peu, on va dire, spirituel. Hein, super. Comprends. Je dirais en fait simplicité et empathie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent face à des choses, différentes infos, différents canaux. Alexis disait tout à l'heure des clients volatiles ou en tout cas ou volages d'ailleurs, parce que bon, il faut travailler aussi sur la fidélité. Du coup, l'idée aussi, c'est de pouvoir déjà choisir une posture d'empathie, parce qu'il faut se mettre à la place de nos users, clients final, mais aussi nos clients, intermédiaires, avec qui on travaille en fait ces projets, pour choisir en fait des scénarios aussi qui nous amènent à des choses en fait efficaces, performantes, au regard bien sûr aussi de la partie ROI. L'empathie aussi nous permet de bien en fait s'imprégner du métier de nos clients, parce que on se pose à leur place, on les accompagne très tôt en fait dans cette compréhension, pour pouvoir répondre bien comme il faut. Et puis la simplicité, parce que je pense que je rejoins aussi Maïwenn sur cette efficience et précision en fait qu'on apporte en fait sur les phases pre-sales, mais aussi au démarrage d'un projet, sur le choix et la couverture en fait fonctionnelle. C'est-à-dire des fois on ne peut pas tout faire, et c'est vrai, par cette simplicité, c'est-à-dire choisir les bonnes choses au bon moment, il y a des méthodes, on va venir prioriser les choses qui vont nous emmener à des choses opérationnelles assez rapidement, qui vont générer en fait du business et surtout apporter des preuves, parce que souvent on a besoin aussi de faire adhérer des gens. Donc si le replatforming se passe bien, je dirais pas vite, mais en tout cas dans les temps, on a quand même des choses à itérer derrière. Donc voilà, c'est un peu mes deux mots préférés. Donc faire les choses simples et aussi faire preuve d'empathie pour encore mieux en fait servir en tout cas nos clients. Voilà, ensemble. Merci Amal. Je vous en prie. Merci à tous les trois pour votre participation. Je pense merci que à c'était toi. un épisode qui va être riche on a abordé beaucoup de sujets et j'ai même hâte de le réécouter pour remettre tout ça à plat. Mais c'était super. Merci encore. Merci à nos auditeurs et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci à tous. Yes. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.